Bonjour et bienvenue à cette table ronde sur la reprise. Oser la reprise. En fait, quand on a échangé avec l'équipe de... Quand on a échangé avec l'équipe de professionnels sur une thématique qu'on pouvait apporter cette année, on a pensé à la reprise parce que finalement, quand on parle entrepreneuriat féminin, on pense assez peu à la reprise d'entreprise et pour le coup, chez les premières, nous accompagnons depuis de très nombreuses années sur la création et le développement des activités, mais c'est un peu notre nouveau dada, la reprise d'entreprise. Vous avez peut-être entendu récemment quelques statistiques sur des cédants qui n'arrivent pas à trouver de repreneurs ou de repreneuses, donc 50% des boîtes qui vont être amenées à être transmises ne trouvent pas de repreneurs. Donc il y a un gros enjeu économique et sociétal aussi à ce que l'emploi reste sur les territoires et à ce qu'il puisse y avoir de la transmission des compétences, des marques, etc., etc. D'où cette volonté d'une table ronde qui change un petit peu de ce qu'on fait habituellement et nous avons la chance d'avoir parmi nous 3 repreneurs ou repreneuses, on n'a pas encore, qui vont pouvoir raconter leur cheminement et leur parcours. Donc Alice Bonneville, je vais donner vos noms quand même. Alice Bonneville de Volume, Héloïse Coulon, Petit Pote, Sophie Garin, J'aime Manutention. Je rajoute manutention. Et pour nous donner des tips un petit peu plus précis sur la reprise, Christelle Pechdeau de la CCI. Je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet tout de suite parce qu'on a 45 minutes, ça va passer extrêmement vite et c'est quand même beaucoup plus intéressant d'entendre les chefs d'entreprise présentes parler. Et on va démarrer par toi, Sophie. Alors, Sophie, on va parler de transmission intrafamiliale. Et je donne juste 2 petites stats avant de te laisser la parole. Aujourd'hui, 70% des entreprises, TPE, PME, ETI en France, sont des entreprises familiales, qui appartiennent toujours à la famille des fondateurs ou fondatrices. Et il se trouve qu'il n'y a que 20% de transmission intrafamiliale, c'est-à-dire dans la fratrie des fondateurs ou de la famille. 23% de femmes seulement, c'est-à-dire que souvent les frères sont plutôt privilégiés dans cette transmission. Et je pense que Sophie, tu as une très belle histoire à nous raconter et je te laisse la parole d'ores et déjà. Bonjour. Alors mon histoire, on est la 3e génération d'une famille entrepreneuriale. Mon grand-père avait créé une scierie et quand mon père est rentré avec lui dans l'entreprise, mon grand-père était plutôt un industriel dans l'âme et mon père un commerçant et on a peu à peu basculé sur les chariots élévateurs. Je ne sais pas si ça vous parle, les Manitou, les Fenwick. Et quand mon grand-père est sorti de l'entreprise, mon père a voulu que la 3e génération s'engage derrière. Un de nos frères était prévu, puis au dernier moment, il a dit « c'est pas fait pour moi », donc il est parti. Et là, on est venu chercher les 2 de la fratrie qui n'étaient pas faits pour ça. Donc, un qui faisait une école de commerce, puis quand il est rentré dans la boîte, il me dit « je voudrais pas y aller tout seul, viens avec moi ». Et la chance que j'ai eue, je le dis souvent, c'est que lui est rentré dans l'entreprise un peu comme l'héritier, avec beaucoup de pression. Il a été commercial, chef des ventes, et puis il devait reprendre l'entreprise. Et moi, je suis arrivé derrière, on m'a dit, bon, ben, tu vas reprendre les nouveaux services. À l'époque, c'était les pièces de rechange, la location, les contrats de maintenance, qui n'étaient pas du tout sexy. On n'était pas dans une économie de mise à disposition. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'ai été confronté à du personnel technique.
Et là où mon frère était censé arriver en connaissant les produits et en connaissant le marché, je suis allé voir les équipes et je leur ai dit, vous savez, on va pas se battre parce que de toute façon, je sais faire de la finance, des RH, mais alors en technique, j'y connais absolument rien. Et de cette sincérité, je crois qu'il y a eu vraiment une coordination, que les gens étaient très accueillants. Et au bout de quelques années, on m'a dit, mais finalement, tu vas être en co-direction d'entreprise. Alors aujourd'hui, je suis la directrice générale, donc c'est plutôt moi qui gère l'opérationnel, qui anime les équipes. Mon frère a gardé la partie commerciale. Et ce que je ressors de tout ça, c'est quand même, quand on arrive dans une entreprise familiale, il y a plusieurs sujets. Il y a d'abord la sincérité, on arrive avec ce qu'on est, parce que quand on crée, on choisit son sujet, on choisit ses équipes, on monte peu à peu. Et là, on a notre humain, ce qu'on est. Quel projet on va donner à la boîte pour les années futures? On a besoin de donner un projet aux gens pour qu'ils soient motivés. Et le deuxième truc, c'est que c'est une belle histoire familiale. Les entreprises, quand on reprend comme ça, alors qu'on le reprenne, je pense que ça soit une entreprise familiale ou une entreprise qu'on rachète derrière, on fait vivre un terroir, on fait vivre une communauté. Et avant tout, je trouve que la vie d'un entrepreneur, c'est pas très grave ce qu'on vend finalement. C'est pas ce qui nous fait vibrer tous les jours. C'est avant tout une aventure humaine. Et comment on se reconstruit chaque jour, quelles rencontres on fait, et comment on a l'impression de se régénérer continuellement avec l'histoire des gens qui sont chez nous. Voilà. L'histoire. Alors, tes parents étaient toujours à la tête de l'entreprise quand tu es rentré dans la boîte avec ton frère. Il y a une période où vous étiez ensemble encore tous les quatre, où vous avez vraiment pris le relais du jour au lendemain? Non, il y a une période où on était un peu à l'étroit. On a fait le développement d'une boîte et puis moi j'étais passé par la compta, le marketing, plein de trucs. Puis un jour on fait un audit dans la société, on avait créé une filiale qui faisait de la vente de matériel TP, c'est des grosses pelles de 20 tonnes. Et le gars dit, il y a quelqu'un que vous n'utilisez pas à bon escient dans votre boîte, c'est votre fille. Donc me voilà convoqué chez mes parents un soir, dans le bureau, puis on me dit, bon ben demain matin tu pars à l'agence de Limoges et tu vas prendre cette filiale. J'avais 26 ans, mes copines étaient en train de se marier, de faire des trucs, et là je passais mes semaines à l'Ibis, puisqu'on avait des agences à l'époque à Langon, Bordeaux, La Rochelle et Limoges, et j'ai autant vous dire que le milieu du TP dans les années 2000, c'était plutôt un millier de mecs, ça finissait dans les bars le soir, et le Ricard sur le capot de la chargeuse à 10h du matin. Bon, finalement, ça s'est bien passé, jusqu'au moment où les parents ont dit, bon, ben, on en a marre, on va un peu se retirer de la boîte et profiter maintenant de ce qu'on a construit, et donc on va vendre cette filiale. Et cette filiale, je m'en suis occupé pendant 6 ans, et on était passé de 7% du chiffre d'affaires par la filiale de matériel TP à 50%, et là on m'annonce, on vend la boîte. Ce qui a été un peu compliqué, puisque je me suis retrouvé à faire des audits le week-end, puisqu'il fallait pas expliquer aux collaborateurs qu'on était en train de vendre la boîte, c'est assez confidentiel. Je suis allé négocier chez l'avocat la vente de la boîte, et je suis revenu dans mon bureau au mois de juillet, et là, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Donc, je suis parti en vacances. Je me suis posé la question de partir de la société à ce moment-là, et puis finalement, c'est cette histoire humaine qui a repris le dessus. Et c'est là que j'ai pris l'opportunité de développer des services qui n'existaient pas dans la société. Et on se rend compte 15 ans après que finalement le business model a changé, que là où notre société faisait 80% de son chiffre d'affaires par la vente de matériel, ben aujourd'hui c'est en train de s'inverser et les services prennent le dessus. Donc on a développé une flotte de location, des services, des techniciens. Du coup, des femmes sont entrées dans l'entreprise, ce qui n'était pas le sujet. C'est comme ça qu'elles sont entrées par le service. Et on est arrivé à une économie de consommation. Et finalement, je pense que le fait qu'il y ait des femmes là-dedans a aidé à changer le business parce qu'on l'a appréhendé. C'était une nouvelle forme pour appréhender le métier et ça a aidé au changement. Et puis une direction en mixité avec ton frère. On dit que les boîtes où il y a de la mixité dans la gouvernance sont 60% plus performantes. J'en profite, je lâche quelques stats. Donc, c'est intéressant. Et puis, une réinvention du modèle. Donc, on peut innover dans des boîtes familiales. Bravo. Oui, on peut innover. Je pense. On a toujours été plusieurs à la direction de la société.
Et je trouve que c'est une chance. Le truc à craindre quand on est dirigeant, c'est l'isolement du dirigeant. Certains soirs, vous remonterez dans votre voiture ou sur votre vélo en disant qu'est-ce que je fais de ma journée, comment je me ressource jusqu'à demain matin, et comment on zoome, on dézoome et on va voir ailleurs. Et une de ces ressources, c'est d'être plusieurs. Si vous n'avez pas d'associé, ayez un collaborateur ou des collaborateurs qui vont vous donner du recul sur les sujets, qui vont vous apprendre à sortir de l'émotion. Faut aussi aller à l'extérieur de vos sociétés, chercher c'est effectivement toute forme d'association. Moi, j'ai été sauvée par le CJD après mon histoire du TP, qui est une entreprise de jeunes dirigeants. C'est l'auberge espagnole. C'est un peu comme Profession L, c'est-à-dire qu'on vient vous apprendre à être dirigeant et quand vous avez été formé, vous prenez des commissions et vous formez les autres. Et ça m'a à la fois aidé à assumer ma posture de dirigeante en dehors de la famille, en n'étant pas toujours la petite dernière qui arrive dans l'entreprise. Ça m'a aidé à partager avec des pairs et ça m'a aidé aussi à être pédagogue à l'intérieur de l'entreprise. Et ce partage à plusieurs, je crois qu'il est toujours très, très important. Il ne faut pas rester seul quand on est dirigeant. Merci Sophie. Alors, je vous invite à noter les questions que vous pourriez avoir. On aura un temps de questions-réponses à la fin. Et moi, d'ores et déjà, même si on a passé du temps à échanger, j'en ai. Mais on va passer la parole à Alice, puisque le temps va passer très très vite. Alice, toi, en fait, tu avais envie de créer, mais tu n'envisageais pas du tout la reprise. D'ailleurs, c'est un point commun de vous trois, c'est que finalement, la reprise d'entreprise est arrivée un peu comme ça, et vous avez saisi une opportunité, en tout cas pour toi, Alice. Oui, alors moi, j'étais salariée, j'avais la quarantaine, et j'ai tout fait dans le poste de salarié que j'avais. Et l'idée de créer me titillait depuis plusieurs années, et donc j'ai démissionné sans savoir trop ce que j'allais faire derrière, créer. L'idée de la reprise m'était venue fugitivement, mais je n'avais pas prêté plus attention que ça. Et donc j'ai démissionné, et voilà, et je me suis retrouvée à réfléchir. C'est long de réfléchir quand vous ne travaillez pas, et que voilà, donc j'attendais des idées, rien ne venait. Je me suis dit, je vais plutôt creuser du côté de la reprise. Et j'ai vu qu'il y avait une formation à Paris au CRA, on pourra en reparler plus tard. Et donc, je suis partie à Paris faire cette formation pendant 3 semaines. Là, on m'a appris plein de choses très techniques sur la reprise, les lettres d'intention, les LBO. C'était vraiment appréhendé du côté juridique et financier, ce que c'est qu'une reprise. Et donc, fort de tout cela, je suis rentrée à Bordeaux. J'ai mis des annonces sur plein de sites de mise en relation. Je suis allée voir des intermédiaires avec des critères, et puis j'ai attendu. Et donc, j'ai attendu que des entreprises qui pouvaient m'intéresser sortent de ces moteurs de recherche. Et donc, 1 mois se passe, 2 mois se passent, 3 mois se passent, désespoir, rien ne sort, en tout cas rien qui retenait mon attention. Donc, j'étais en pleine déconfiture et je me suis dit, bon, j'ai repris toutes les alertes que j'avais sur tous les sites, donc j'en avais un notamment sur la CCI, et j'avais mis des critères de chiffre d'affaires, de rentabilité, de secteur, de lieu, et j'ai tout enlevé. Et j'ai regardé ce qui sortait. Et voilà, donc je regarde ce qui sort. Et là, je suis tombée sur une entreprise qui s'appelait Déjà Volume, donc l'entreprise que je dirige actuellement, qui faisait du livre audio et qui était vraiment embryonnaire parce qu'à l'époque, elle faisait moins de 20 000 € de chiffre d'affaires et qui était dirigée par un vieux monsieur qui cherchait un repreneur. Et moi, il se trouvait que je rentrais d'un voyage aux États-Unis. J'avais découvert les livres audio à la faveur d'un voyage aux États-Unis et j'en écoutais depuis énormément. J'adorais ça, sans jamais avoir l'idée que ça puisse devenir un métier. Alors c'est vrai que j'avais toujours été attirée par l'industrie culturelle, par le monde littéraire. Donc j'ai vérifié que c'était bien un marché en croissance. Donc le livre audio est un marché en croissance dans le monde entier, sauf en France. C'était pas encore parti en France. Et puis donc j'ai franchi le pas et j'ai racheté la société. Donc c'était quelque chose de beaucoup plus simple que tout ce qu'on m'avait enseigné. Donc j'ai pas eu besoin de faire de LBO, de montage, de lettres d'intention. Ça a été extrêmement simple, pas d'emprunt. Et donc je suis devenue dirigeante de Volume comme ça. Et rétrospectivement, moi je me dis que j'avais plutôt envie de créer que de reprendre. C'est-à-dire que moi je me suis pas inscrite vraiment dans les pas de quelqu'un ou dans le fonctionnement d'une société. Je me suis appuyée sur une structure embryonnaire pour créer. Mais ça m'a permis d'y aller.
parce que je ne sais pas si j'y serais allée sans ça. J'avais plein de limitations personnelles en me disant je ne pourrais pas créer ma boîte, j'ai pas d'idée, je ne sais pas comment faire. Et là, de partir d'un existant, ça m'a énormément aidée. Oui, il y avait cette envie, mais pas d'idée, en effet, comme tu l'évoquais. Et puis aussi, peut-être pas le courage ou assez la foi en mes capacités pour me lancer toute seule. Et donc aujourd'hui, sans être une structure énorme, on fait quoi? On va faire 600 000 € de chiffre d'affaires, on fait quand même 100 livres audio par an. On travaille avec une trentaine de comédiens qu'on essaye de recruter avant tout sur la région Aquitaine élargie. Il y a très peu de boîtes comme la tienne qui font du livre audio français, enfin production française, etc. en plus. On est très peu d'indépendants à faire du livre audio parce que c'est encore un marché émergent. Mais voilà, aujourd'hui, je suis absolument ravie de l'expérience. Et ce que tu as évoqué quand on échangeait, c'est que tu es quand même allé voir des boîtes à reprendre qui n'avaient absolument rien à voir avec Volume. Alors j'ai quand même un moment, donc j'avais un peu réfléchi quand même au secteur qui m'intéressait. J'aime bien manger, et donc je me suis dit on pourrait reprendre une alimentation ou quelque chose dans ce secteur. Et là, ça sert aussi à ça. Donc j'ai rencontré plusieurs repreneurs dans le secteur. Je me suis rendu compte que c'était pas du tout des métiers pour moi. Donc en fait, oui, j'ai quand même quand je dis que j'ai attendu des mois sans voir rien qui m'intéressait, j'en avais quand même éliminé en rencontrant des dirigeants. Et en fait, aller voir quelqu'un dans son entreprise, discuter avec lui, c'est vraiment une très bonne manière de se rendre compte à peu près de l'environnement dans lequel il évolue. Merci Alice. Comme le temps passe, on refera un petit tour après. Merci. Héloïse. Alors, encore une fois, vous allez voir vraiment cheminement tout à fait particulier, parce que toi, tu étais la cliente à l'origine de la boîte, de la marque que tu as reprise, et pas vraiment d'envie entrepreneuriale à ce moment-là. Oui, tout à fait. Moi, j'ai passé 15 ans dans des très grosses marques de sport en région parisienne, et j'avais fait un bilan de compétences parce que je savais que j'étais arrivée un petit peu à la fin de ce que je voulais dans ces boîtes-là. Et j'avais contacté en fait la fondatrice de Petit Pot dans le cadre d'un bilan de compétences parce que son parcours, sa marque me parlait. Moi, c'est une marque que j'ai découvert à la naissance de ma première fille. Ce sont des vêtements évolutifs, donc des vêtements qu'on va garder 3 fois plus longtemps qu'un vêtement classique, donc made in France, donc avec des valeurs qui me parlaient beaucoup. Et donc j'étais cliente de cette marque-là. Et puis il s'avère qu'un jour, on a décidé avec mon mari de quitter la région parisienne. On est revenu à Bordeaux. Et puis j'ai repris contact avec cette personne en lui disant je suis à Bordeaux, je ne sais pas dans quelle mesure je peux t'aider à développer ta marque. Moi j'ai un profil plutôt commercial et elle c'est ce qui lui manquait, donc on était assez complémentaires. Donc de fil en aiguille on s'est un petit peu vus régulièrement. Donc le projet à la base c'était plutôt que moi je l'aide à développer sa marque. En tant que salarié peut-être dans la boîte ou... Plutôt freelance parce qu'elle avait déjà pas mal de charges avec ses couturières etc. Donc plutôt en freelance à la base. Puis moi j'étais enceinte donc ça m'allait bien aussi de redémarrer comme ça après la naissance de ma fille. Et donc le projet c'était qu'après ma grossesse je puisse l'aider. Sauf qu'en cours de route elle m'a dit j'arrête. Comment ça, tu arrêtes? Moi je m'étais projetée, j'avais un bébé dans le ventre, je m'étais projetée après avec elle etc. Donc j'étais ok. Donc elle s'est mise en liquidation. Et puis quelques semaines après, elle m'appelle, elle m'a dit j'ai une super idée. Et si toi tu reprenais Petit Pot? Comment ça? Je sais pas coudre un ourlet de pantalon en fait. Donc déjà le projet était un peu bancal, mais j'ai dit bon, il y a peut-être des solutions sur la partie production. On a trouvé des solutions. Et il s'avère que j'ai fait du coup une offre au mandataire pour acheter les actifs immatériels de la marque. Donc j'ai racheté le fichier client, le site internet, la marque, mais tout ce qui est physique, salarié, etc. je n'ai pas repris. Donc c'est pareil, je suis partie plutôt de quelque chose qui existait, une base. J'ai pas tout créé, mais voilà, j'ai pris ce qui m'intéressait et derrière j'en ai fait un petit peu ce que je voulais. J'ai repris les patrons des produits, voilà, j'ai pas non plus tout réinventé dès le début, mais en tout cas ça me rassurait aussi d'avoir un projet. Je m'étais déjà impliquée aussi moi un petit peu quand même dans cette marque-là parce que je l'ai quand même un peu aidée en off pendant ma grossesse. Donc voilà, je savais un petit peu où je mettais les pieds quand même, et puis c'était parti. Je me suis dit de toute façon si je le fais pas, je vais regretter toute ma vie et je vais toujours me poser la question si je l'avais fait, ça aurait donné quoi? Et moi j'ai pas envie de vivre ma vie avec des regrets, donc je me suis lancée. Et ce que tu m'expliquais, c'est que ça a été
très très vite finalement le rachat de la marque auprès du mandataire. Oui, je pense qu'elle m'a appelé au mois de janvier de janvier 2023 pour me dire si toi tu reprenais Petit Pote. Et je crois qu'en avril, mon offre était acceptée auprès du mandataire, etc. Et moi, après, j'ai commencé à prendre en main le site internet, enfin voilà, à me former aussi sur tous ces outils que je connaissais pas du tout. Et puis après, j'ai intégré le réseau des premières sur le programme Go, et j'ai redémarré le site internet au mois de décembre, donc même pas un an après, ouais. Tu parles d'un programme qui est un programme à la création finalement d'entreprises et non pas à la reprise. Mais en effet, prendre la... d'ailleurs, ça va être ma prochaine question. Merci Héloïse. Pour prendre cette posture de chef d'entreprise et pour avancer, parce qu'il y a quand même pas mal de juridiques, de financiers, etc. Quand on reprend une boîte, même en intrafamilial. Donc, est-ce que vous vous êtes fait accompagner? Sur quel sujet? Et puis, on sait que les entrepreneurs se forment tout au long de leur vie. De quoi vous avez eu besoin, peut-être par la suite, après avoir repris la boîte? C'est 3 questions en une, mais allez-y, un peu. Vas-y, Loïs, tu peux commencer. Oui, effectivement. Alors moi, du coup, j'ai recréé une société. Parce que j'ai pas été dans une reprise classique, j'ai vraiment racheté des actifs immobiliers, enfin des actifs, et après j'ai recréé une société. Donc j'ai eu besoin de me faire accompagner sur toute la partie effectivement juridique, c'est quel statut choisir. Ça, il faut aller voir un expert comptable pour se faire conseiller, parce qu'il n'y a pas une réponse pour tout le monde. C'est qu'en fonction de notre vie perso, il va prendre en compte tellement de paramètres différents qu'on ne peut pas savoir à l'avance quel est le statut d'entreprise qui nous convient le mieux. Donc oui, il faut se faire accompagner. Moi, j'avais suivi aussi plusieurs ateliers. Il y a plein d'organismes qui existent, mais sur toute la partie juridique notamment, je pense que c'est important d'avoir une base d'entreprise qui soit solide, parce que si les fondations, c'est bancal, il n'y a rien qui peut aller derrière. Donc moi, j'avais fait mes statuts avec un avocat, j'avais demandé des conseils à des comptables, etc. Donc ça, je pense que la base, c'est primordial pour derrière partir sur un développement serein et de ne pas avoir de mauvaises surprises derrière. Alice, toi, tu as évoqué ta formation avec le CRA. Alors moi, j'avais une formation avec le CRA qui était assez pointue en termes juridiques, fiscales. Donc ça, mais comme je l'ai dit, je ne m'en suis pas tant servi que ça, parce que j'ai fait une transaction qui était simple. Après, moi, de mon background, j'avais quand même quelques bases, on va dire, en finance-gestion. Moi, ce qui m'a le plus manqué, c'est qu'en fait, j'ai repris une société, mais je suis rentrée dans un nouveau métier qui était celui de l'édition. Et je n'avais sans doute pas mesuré à quel point je rentrais dans l'édition. Donc moi, une aide précieuse a été celle de l'ALCA, qui était vraiment des formations propres au métier d'éditeur, aux achats de droits, à la propriété intellectuelle, des choses très spécifiques. Mais ça m'a bien aidée. Et tu évoquais la CCI aussi tout à l'heure. La CCI, ça m'a servi justement, c'était là qu'était l'annonce de la société que j'ai reprise, c'était là qu'était l'annonce de volume. Ah oui. Donc voilà, c'est comme ça que... Tu as eu l'information. Voilà, c'est comme ça que j'ai eu l'information. Mais après, c'est vrai que j'ai plutôt recherché l'assistance et les contacts avec mes pairs de l'édition, donc en Aquitaine comme en région parisienne. Et Sophie, en intrafamilial, du coup, ça se passe comment ? On a besoin d'aller voir ailleurs aussi. Il y a un moment où les parents nous mettent à côté en disant je vais te montrer comment ça se passe, puis il y a un moment où on étouffe, on dit j'aimerais bien exister. Je parlais du centre des jeunes dirigeants tout à l'heure, qui m'a beaucoup aidé, parce que c'est comment on va trouver des pairs qui ont les mêmes problématiques, et c'est pas évident de dire aux collaborateurs tiens, je sais pas par quel bout le prendre. Et comment on endosse le costume. Donc, trouver des pairs, partager avec quelqu'un qui est chef d'entreprise aussi, je crois que c'est bien. J'ai appris aussi là-bas les bases, c'était prise de parole en public, comment lire un bilan. Je me souviens d'un stage que j'avais fait qui était apprenez à être votre clone. Ça partait d'une formation d'un psy américain des années 70. Et vous passez la première journée avec un gars qui vous explique... il vous fait parler un peu de vous, et puis il vous dit tu vas venir au stage et tu vas apprendre une chanson ou un poème. Vous savez pas pourquoi. La première journée, on voit tous quel est le point faible de chacun. C'est un groupe, alors bien évidemment il y a une confidentialité parfaite que des chefs d'entreprise,
Puis à la fin de la première journée, il va te dire, toi, demain, tu vas venir déguisé comme ça. Et c'est le truc qui vous fait le plus peur dans votre vie. Ah oui. Je me souviens quand même d'être allé déjeuner au milieu de 300 personnes habillées en prostituées, d'avoir chanté une chanson sur les genoux du formateur. Et quand vous avez fait ça, vous ressortez avec une force où vous vous dites, je l'ai fait finalement, j'étais en confiance et qu'est-ce qui s'est passé? Et vous vous dites, finalement, qu'est-ce qui arrive dans la vie, quoi. À partir du moment où on est bien entouré, on a les gens de confiance, on peut se dévoiler et puis apprendre à accepter nos faiblesses surtout et être entrepreneur. Moi, je dis souvent, dans la boîte, je suis sûrement la personne la moins compétente, mais je suis celle qui sait où se trouvent les compétences dans la société. Et puis, je suis celle qui va, pendant qu'ils sont en train de travailler aujourd'hui, je regarde pour dans 2 ans. Donc, je suis pas la plus productive, je suis pas la plus compétente. Mais comment on va se nourrir? Parce que si c'est pas vous qui nourrissez les projets de votre entreprise, ça va être compliqué de donner le jus aux autres. Voilà. Donc, vraiment, je pense qu'il faut s'ouvrir. Je suis à la chambre de commerce également. Effectivement, la chambre accompagne les gens sur un départ. Quand on veut lancer une entreprise, on part d'où? Je suis à l'APM également, qui est une association pour le management, pour les chefs d'entreprise. On se retrouve une fois par mois entre entrepreneurs. On peut avoir des philosophes, des astronautes, on a des sujets très divers. Et le but, c'est de dire, finalement, comment vous êtes dans la vie? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Parce que finalement, c'est ça qui va nourrir votre entreprise. C'est un des avantages d'être chef d'entreprise, c'est de pouvoir être authentique et idéalement aligné avec ce qu'on est en effet. Et l'APM, je dégage un jour par mois pour aller passer une journée avec des copains chefs d'entreprise aussi. Oui, c'est important le réseau. Alors Christelle, toi à la CCI, tu vois passer beaucoup de projets de création et de reprise. Tu peux peut-être nous donner les spécificités de la reprise ou compléter ce qu'ont dit les intervenantes et ton regard d'accompagnatrice, notamment sur est-ce qu'il y a autant de femmes que d'hommes qui reprennent? Ce que tu en as vu, en tout cas, ta perception en tant que conseillère CCI. Donc, j'accompagne à la création d'entreprises, on dit création et reprise d'entreprise depuis une 20aine d'années. Et quand j'étais invitée sur cette table ronde, j'étais un peu embêtée quand même parce que je dis, mais j'ai pas tant de repreneuses que ça. Donc, ça m'a interrogée, effectivement. Donc, d'une part, parce que les reprises, ça a un coût, souvent. Et les femmes, souvent, ont quand même un budget moindre. Donc ça m'embêtait au niveau, voilà. Mais après, de manière générale, on accompagne à la création d'entreprises et à la reprise de la même manière. Et on s'est rendu compte que c'était quand même pas la même chose depuis quelques années à la Chambre de commerce. Donc on a notre stage à la création d'entreprise qui s'appelle les 5 jours pour entreprendre depuis des années, je ne sais pas comment vous dire. Et depuis 3 ans, on a lancé les 5 jours pour reprendre. Il s'avère qu'avant-hier ou hier, on a revu la formation et là, j'ai des choses qui me sont revenues. C'est-à-dire que cette formation-là, vous allez faire l'étude de marché classique, les statuts juridiques, qu'est-ce qu'on va voir, la stratégie, mais il y a la valorisation de l'entreprise. La valorisation de l'entreprise, c'est le coût de l'entreprise. Ce qui fait que pour les personnes qui vont suivre cette formation, ils vont être musclés pour savoir négocier. Là, ça m'a fait tilt aussi, puisqu'en fait, je ne l'ai pas dit, mais j'ai accompagné les femmes chefs d'entreprise au départ de ma carrière, on va dire. Donc, il y a plus de 20 ans, j'ai accompagné que des femmes. Et j'ai fait, mais c'est vrai que souvent, j'entends les femmes me dire, oui, mais moi, l'argent, c'est compliqué, etc. Et je pense qu'un des leviers, c'est la négociation. Et donc, cette formation qui permet justement, et d'avoir la valorisation, donc de savoir, parce que c'est un peu utopique, hein, la valorisation, il y a plein de façons de valoriser. Et en fait, c'est le chef d'entreprise qui décide à la fin. Donc ça, bon. Et après, il y a, comment ça s'appelle, des mises en situation entre repreneurs et cédants pour s'entraîner à négocier la reprise. Donc cette formation fait tout ça. Et on le sait que l'accompagnement, c'est nécessaire. Et c'est pour ça aussi que cette formation s'est mise en place. Et donc j'avais ma responsable formation qui me disait, parce que je dis, moi je vais intervenir sur cette table ronde. Elle me dit, tu sais, effectivement, on n'avait que des hommes au départ. Enfin, la dernière session, alors il n'y a eu que 2 femmes sur une dizaine. Et là, la prochaine, il y a 3 femmes. Donc, ça avance petit à petit. Et il faut savoir que les plus, quand même, alors je ne sais pas si je dis maintenant, les plus de la reprise, c'est qu'au niveau financier, quand on va voir un banquier, ça les rassure plus une reprise
qu'une création, parce qu'on a des vrais chiffres, etc. Donc, c'est plus sécurisant, j'allais dire, au niveau financier. Sauf que je reviens au départ, si l'entreprise coûte cher au départ et qu'on a un budget moindre, voilà. Mais il y a des aides quand même. Après, vous pourrez voir avec les premières notamment, ou avec la chambre de commerce, des microcrédits, enfin des prêts d'honneur, pardon, et des aides qui existent. Voilà. Parce qu'on est d'accord que souvent, ceux qui vendent veulent vendre plus cher que ce que ça coûte réellement ou... Bah, c'est leur bébé, hein. Ouais. C'est leur bébé, donc ça, voilà, c'est souvent le cas, et c'est pour ça que la négociation sert à ça, et à savoir aussi comment ils ont valorisé cette entreprise, comment ils ont calculé le prix, mais on sait très bien qu'il y a ce fameux prix psychologique. Donc on leur apprend tout ça. Donc je trouvais ça être la muscu de chef d'entreprise, de future repreneuse, quoi. C'est hyper important, en effet, de se dire qu'on peut négocier et de se former pour pouvoir mieux négocier et peut-être se former sur toute cette partie finance, en effet, parce que les femmes ont quand même un peu moins d'appétence sur les chiffres que ne l'auraient les hommes. Et donc, on a quand même besoin de monter en compétences. Elles sont moins sûres d'elles sur les chiffres. Et j'aime quand même à dire que, historiquement, les femmes ont toujours géré l'argent. Donc, je tiens à le dire quand même. Ouais. La bourse, c'est toujours été les femmes. Et dans leur tête, j'ai souvent ce frein qui est... Ah non, mais moi, l'argent et tout ça. Et donc, dans l'accompagnement, on essaie aussi pas de vulgariser, enfin, si, quand même, de vulgariser, de mettre à hauteur. Et comme moi, je viens pas forcément d'école de commerce, c'est quand même mon boulot tout le temps d'avoir cette idée de pouvoir vous détendre par rapport aux chiffres et vous expliquer des termes sur les bilans, etc., qui sont simples. Par exemple, on va comparer d'acheter une entreprise comme acheter une maison. Et ça, c'est souvent aussi les femmes qui sont à l'initiation de ça. Donc en fait, les femmes le font déjà, mais pas forcément pour le pro. Donc voilà, et elles ont souvent peur, alors qu'elles sont bonnes là-dessus. Mais oui, ne vous mettez pas... Ça, c'est des croyances limitantes. On n'aime pas les chiffres et tout ça. Mais les chiffres ne font que retranscrire une réalité d'activité ou une projection qu'on peut avoir. Je voudrais rajouter un truc sur les ventes d'entreprises. Ce sont nos bébés, nos entreprises. On y a passé une bonne partie de nos vies, on a de l'affect. Quand quelqu'un nous dit on s'en va, même si c'est pour des raisons perso, c'est pas évident à gérer. Et si on a effectivement un prix psychologique auquel on veut vendre nos entreprises, le profil du repreneur est aussi important. Parce que quand on a passé 30 ans de notre vie dans une communauté, ce que le repreneur va faire, quelle humanité il a derrière, ça peut vraiment changer le prix. L'accompagnement qu'il va avoir besoin ou pas, on laisse pas nos boîtes, à moins de la vendre à une grosse boîte, une grosse filiale. Si c'est une histoire humaine, si c'est une entreprise régionale, si c'est quelque chose à taille humaine, le prix n'est qu'une partie de la négo. Oui, puis on a envie de transmettre pour de la pérennité, en fait. Et oui, je mette quand même un mot parce que vous avez parlé du site de la Chambre de commerce, qui est aussi le site de la Chambre des métiers, qui s'appelle Transentreprise, qui regroupe toutes les transmissions d'entreprises, mais sur toute la France. C'est pour ça qu'elle parlait de critères. Donc, il peut y avoir des critères de chiffre d'affaires, des critères de géolocalisation. Et on est accompagné aussi. Donc, c'est des collègues qui font la transmission ou la reprise. Donc, eux, ils font la transmission pour le cédant. Et moi, j'interviens pour ceux ou celles qui veulent reprendre, pour vous accompagner à la reprise. Alors là, ça serait plutôt de l'individuel. Tout à l'heure, j'ai parlé de la formation, donc ça existe aussi en accompagnement individuel. Transentreprise, le site. Voilà. Si vous voulez avoir un site qui reprend toutes les informations sur la reprise, vous avez le site BPI Création, qui est l'incontournable de la création, du développement et de la reprise d'entreprise. Et donc, vous pouvez créer votre profil et en fonction de votre localisation, etc., ça va vous pousser les informations sur les structures les plus proches de chez vous pour vous accompagner, en vous donnant également plein d'informations sur la reprise et des outils. Mais se faire accompagner en local, c'est important, en effet.
Peut-être qu'on va passer aux questions-réponses tout de suite, parce que je surveille l'heure. On n'a pas encore fait de signe, mais si on a pléthore de questions, j'aimerais bien que vous ayez le temps d'y répondre. La première est toujours la plus difficile. Ah, super. Ah oui, je vous amène le micro. Bonjour, merci. Je m'appelle Laurence Roulin-Hénaf. Moi, je suis dirigeante d'une agence de conseil et de formation en marketing. Et tout ce que vous dites m'inspire énormément, et notamment le fait que sur le parallèle avec le budget de la maison et l'achat immobilier, je me vois tellement, et à se dire, bah, c'est tellement compliqué. Et en fait, on fait beaucoup de choses, nous les femmes, et voilà. Donc, petit clin d'œil, merci à vous. Je voulais savoir, qui dit reprise d'entreprise dit aussi budget minimum, et c'est souvent là où il y a des barrières. Alors peut-être que je m'adresse plutôt à vous Christelle. Est-ce qu'il y a un budget minimum à avoir quand on cherche à reprendre une entreprise, parce que c'est un vrai sujet, quoi. Merci à vous. Alors, le budget qu'on donne, c'est pas un budget, c'est un pourcentage. C'est-à-dire, de manière générale, il est à 20% d'apport. Voilà, c'est au niveau de la banque. Donc, il faut voir combien, refaire un plan de financement, quels sont les besoins d'avoir 20% d'apport, comme une création, j'allais dire. Tout ça marche, sauf pour la restauration. Où là, il y a aussi une question d'adéquation personne-projet, j'allais dire. C'est-à-dire que 20%, c'est ce qu'il faut de manière générale, mais si vous montrez que vous avez beaucoup d'appétence, que vous avez les compétences pour cette reprise, parfois il faut moins d'apport. Et je dis la restauration, non, parce que la restauration, si vous voulez reprendre un restaurant, tout ça, c'est 40% d'apport et une expérience dans la restauration, sinon personne ne suivra. Est-ce que ça répond un peu à votre question? Voilà. Je vais peut-être compléter. Nous, on va déployer dès avril un programme d'accompagnement à la reprise qui a été testé chez les Premières Sud, puisqu'on a un réseau national d'incubateurs. Et après avoir testé plein de formats, elles sont désormais sur un format où elles, dans leur sélection des repreneuses, ce qui ne sera pas obligatoirement notre cas, elles demandent 30 000 € d'apport, parce que le constat qu'elles ont fait, alors le bassin de territoire en Provence-Alpes-Côte d'Azur, je suis même pas sûre que ce soit le vrai nom de la région maintenant, mais c'est pas tout à fait le même bassin qu'en Nouvelle-Aquitaine, mais elles ont constaté qu'en deçà de cet apport, c'était quand même compliqué de reprendre. Ouais. Tu veux peut-être compléter, Christelle, j'ai vu que tu... Ouais. Et moi, je voudrais rajouter un point sur le volet financier qui est... donc, en fait, il y a deux manières de reprendre. Soit vous avez des fonds suffisants pour acheter une entreprise qui fonctionne, dans laquelle vous avez une rémunération qui est prévue pour le dirigeant. Mais je ne sais pas quel est le montant à prévoir pour ça. Soit, comme c'était mon cas, vous achetez une entreprise à un coût bien inférieur. Et dans ces cas-là, je pense que c'est comme dans une création, vous ne vous rémunérez pas au départ. Moi, ça a été mon cas pendant plusieurs années. Et je dirais que ça a presque été l'aspect le plus difficile. C'est-à-dire que quand vous avez 40 ans passés, que vous avez toujours été habitué à être indépendante financièrement, ne plus l'être, même si c'est temporaire, moi j'ai trouvé que c'était ce qui est peut-être de plus dur pour le moral, même si j'avais des économies et j'ai un conjoint qui assure financièrement, mais c'était indispensable. Et dur, mais dur pour le moral. Oui, dans une entreprise plus grosse comme Sophie, la tienne, toi, t'es rentrée salariée de la boîte. Oui, moi je crois que j'ai eu 5 ans le SMIC. Et après, dans la vie de l'entreprise, il y a aussi les bonnes et les mauvaises années. Et un dirigeant, ça a plusieurs sources de revenus. Ça peut avoir les loyers du bâtiment si on le fait à part. Ça peut avoir les revenus fixes. Et puis, ça peut avoir aussi les résultats de la société. Et c'est vrai qu'on voit souvent le dirigeant en disant « Tiens, il a réussi, ouais », mais il y a aussi les mauvaises années. Et donc, il y a la santé de l'entreprise à gérer. Il y a aussi votre patrimoine perso et votre style de vie. Savoir vivre les mauvaises années, avoir un peu de réserve derrière, parce que le salaire d'un dirigeant, il est quand même pas aussi linéaire qu'un collaborateur aussi.
Ça, c'est vrai que c'est important de l'avoir en tête. Et tu t'as évoqué, quand on a échangé, la différence de salaire, ou en tout cas ton frère qui a poussé à ce qu'il y ait une négociation salariale. Oui, bah, à l'époque, il n'y avait pas la parité. Au bout de 15 ans, il allait voir mes parents en disant quand même, ma soeur fait le même job que moi, il donne autant de sa vie et ça serait bien qu'elle ait le même salaire que moi. Je pense que c'est plus d'actualité, mais c'est vrai que c'était une époque. Ça existe encore, vous l'avez toujours? Bon, alors, avec la loi qui va passer à partir du mois de juin, je pense que vous aurez plus ce souci-là, puisqu'il va y avoir une transparence des salaires à poste égal. Vous pourrez voir ce que font les collègues. Alors, côté collaborateur, c'est très bien. Par contre, quand vous êtes chef d'entreprise, c'est une autre problématique. C'est-à-dire qu'il va falloir expliquer pourquoi des gens qui ont le même titre n'ont pas la même compétence ou n'ont pas le même investissement. Et donc, il y a des différences de salaire. Ça, vous le verrez quand vous serez de l'autre côté de la barrière. La liberté qu'on peut avoir au management avec toutes les lois qu'on a, qui ne sont pas toujours la réalité de ce qu'on vit dans une entreprise. Je ne sais pas si Alice ou Héloïse, vous voulez compléter ou... Non, je t'ai vu faire un petit signe, je me suis dit que tu voulais peut-être ajouter quelque chose. C'était juste sur le volet financier, je disais aussi que non seulement il faut avoir de quoi faire l'apport, mais de quoi pouvoir remettre éventuellement au pot en trésor, faire un apport en compte courant. Voilà, donc il faut quand même avoir un peu de finances d'avance. D'où l'intérêt de se faire accompagner aussi pour savoir ce qu'on met dans le projet tout de suite, ce qu'on garde, etc. etc. Ok. Je vous passe le micro pour la question d'après. Merci. Je vous remercie d'abord pour votre témoignage. Je me présente, je suis Souhaila Boublou, récemment diplômée en docteur d'État. Donc moi j'ai principalement 3 questions. Une question générale sur qu'est-ce qui fait que la reprise d'une entreprise peut être plus intéressante que la création d'une nouvelle entreprise. La deuxième question, c'était à Madame Alice, si je ne me trompe pas. Donc, c'était par rapport à l'abandon, le tout premier abandon de l'entreprise. C'était quoi l'initiative ou qu'est-ce qui vous a poussé à laisser tomber l'entreprise? Et puis, qu'est-ce qu'à votre avis fait qu'en sorte peut-être l'entreprise elle marche mieux maintenant qu'avant? Oui, en fait, je pense que c'était pas une entreprise que tu as reprise, mais c'était un projet de reprise que tu as étudié et que tu as laissé tomber, en fait. C'est peut-être plus ça, non, l'entreprise dans l'alimentaire? Oui. Bon, la question, c'était pourquoi est-ce que j'ai démissionné, c'est ça? Si j'ai bien compris, en fait, vous aviez un travail à côté, vous aviez démissionné pour reprendre votre propre entreprise qui a été abandonnée, je pense, au début, où elle était juste calme. L'entreprise, elle n'avait pas de chiffre d'affaires et vous avez là... En fait, l'entreprise que j'ai reprise avait été créée en 2005 et mise en sommeil parce que cédée à un des pères des fondateurs depuis quelques années, si j'ai bien compris votre question, et donc elle était effectivement gérée, on va dire, pas de manière très très active depuis quelques années. Donc c'est pour ça qu'en fait, mon levier très modestement, mon levier d'action au départ, ça n'a été que de faire ça professionnellement et à plus de 100% de mon temps pour essayer d'en faire quelque chose de plus intéressant. Donc finalement, le seul travail, le travail et la détermination au début permettent de passer un premier cap. Après, il y a les autres qui sont sans doute plus compliqués à passer et plus techniques. Et votre première question, c'était par rapport à pourquoi une reprise plutôt qu'une création. Moi, la principale raison, c'est que j'avais pas franchement d'idée pour créer une entreprise. C'était pas du tout mon plan de base. Moi, j'ai quitté la région parisienne, j'étais dans des gros groupes. Et le plan, c'était plutôt d'aller dans des plus petites boîtes à taille humaine où je me sentirais plus utile et plus alignée avec mes valeurs. Donc à la base, mon plan quand j'ai quitté Paris, c'était plutôt ça.
Et en fait, il y a ça qui me suis tombée dessus. Donc après, c'était est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Mais il y a le côté quand même reprise qui est rassurant parce qu'on part pas de zéro. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure. Il y a vraiment ce côté de se dire j'ai quand même une fondation, j'ai une base, je vais déjà me démarrer comme ça. Et je pense que c'est plus facile de démarrer quand il y a quelque chose qui existe déjà. Et après, on le façonne à notre image, avec nos valeurs, avec notre identité. Mais je pense que c'est plus simple. Moi, je me serais pas lancée dans une création. Est-ce que parmi vous, il y a des potentielles créatrices ou repreneuses? Enfin, est-ce que vous avez des volontés d'entreprendre, même si vous en êtes juste à l'idée? Ouais, allez-y, levez la main. Ok. Mais on va vous donner quelques petits conseils, ou en tout cas des messages, les messages de nos intervenantes sur la suite, en fait. Il y en a eu quelques-uns qui ont été distillés au fur et à mesure de la table ronde, mais je vous laisse peut-être conclure, c'est passé très vite, je trouve, avec le mot de la fin. Donc, si vous avez, oui, un conseil, des tips, un commentaire, quelque chose que vous voulez laisser aux participantes du jour. Je vais démarrer, j'ai le micro. Moi, je dirais qu'il ne faut pas se sous-estimer. Il ne faut pas non plus se laisser guider par nos peurs, parce que je pense qu'elles nous empêchent clairement d'avancer. Surtout, je pense qu'en tant que femme, on est capable de faire bien plus de choses que ce qu'on pense. Et c'est bien aussi de ne pas savoir forcément tout ce qui nous attend. Mais en fait, je pense qu'on a la capacité à affronter les épreuves, à relever les défis et à se relever surtout de chaque situation de difficulté qu'on peut rencontrer. Et je pense qu'on a une force naturelle qu'on ne soupçonne pas. Vraiment. Donc pour moi, faut vivre sans regret. Si vous avez une intuition, si vous avez une envie, on n'a qu'une vie en fait. Donc vivez votre projet à fond et puis même si ça marche pas, il se passe quoi? Voilà. Donc vraiment, faut vivre les projets jusqu'au bout et si vous avez cette petite étincelle là dans la tête qui clignote, il faut y aller. Merci. Moi, je dirais. On n'a jamais la journée parfaite quand on a une entreprise. On a des adrénalines, on a des trucs, on se dit, ouais, ça c'est super quand même. Puis vous savez, c'est comme quand vous avez un turbo sur une voiture, hein, vous accélérez et puis à un moment donné, le truc décolle et il y a une vraie adrénaline et ça c'est super. Et quand vous sentez les gens vous suivent, mais ça dure jamais longtemps. Et la journée d'un dirigeant, le quotidien, c'est de dire, les problèmes, ils sont là. Et c'est toujours gérer les compétences, les forces, les faiblesses, dire qu'est-ce que j'ai sur la table et avec ça, je fais quoi et aller s'entourer de gens qui ont des compétences dans l'entreprise ou à l'extérieur. Et je crois que la force d'un dirigeant, c'est l'envie d'y aller et puis la capacité au rebond, à ne pas se mentir, à partager vraiment, à confronter ses idées. Voilà, pour redémarrer, pour changer. Et souvent, quand on crée une entreprise ou quand on la reprend, on dit c'est parce que tel métier me plaît. Et quand l'entreprise grossit, enfin moi, je pense qu'il y a 5 ans que je suis pas montée sur un chariot élévateur, c'est plus mon sujet aujourd'hui. Je vois beaucoup de femmes, je suis avec les finances, je suis avec les RH, je suis avec les techniciens aussi, mais ce sont des sujets passionnants. Et c'est vrai que j'aurais sûrement pas choisi les chariots élévateurs. Mais finalement, c'est pas très grave aujourd'hui parce que quand on fait grossir nos entreprises, on change de métier régulièrement, on se dégage de l'opérationnel et avant tout, être dirigeant, c'est gérer des finances, mais c'est aussi une aventure humaine. Voilà. Merci. Moi, je dirais que finalement, la reprise a été l'élément salvateur qui m'a permis de me lancer. Et que sans cet élément déterminant, je n'y serais pas allée. Et ça fait bientôt 7 ans et je m'en félicite tous les jours. C'est-à-dire quand je regarde, voilà, donc on est parfois seul, c'est parfois compliqué, mais au moins, moi, je me sens vivante, profondément, alors je ne sais pas si le terme aligné est bon, mais en tout cas, je prends les problèmes les uns à la suite des autres, sans chercher à jouer un rôle en particulier. Et voilà. Et quand je compare par rapport à d'autres femmes de mon âge qui sont restées dans des grosses structures,
je trouve que je m'en félicite tous les jours de ce choix. Merci Alice. Tiens, peut-être donne... Moi, je vais reprendre ce qu'a dit Louise. Je suis tellement d'accord que les femmes sont capables, elles ne se rendent pas compte. Alors, je reviens toujours sur les choses de la vie. C'est-à-dire que les femmes gèrent la logistique, gèrent tellement de choses qu'en fait, un chef d'entreprise doit tout savoir faire, comme une femme, en fait. On doit toujours s'adapter, pardon. Mais en termes, je vais faire quand même chambre de commerce. Donc, c'est de ne pas rester seul, d'être accompagné, ce qu'on a dit. Donc, soit ça peut être par des clubs, des formations, ce dont on a parlé. Voilà, pas rester seul et on est là pour vous accompagner. Il y a la chambre de commerce, il y a d'autres structures. Mais de ne pas rester seul, isolé avec vos idées et puis voilà. Et que vous pouvez le faire. On avait commencé par les statistiques. Je pense que si on regarde les femmes chefs d'entreprise qui ont fait des burn-out et les femmes qui sont dans des grosses boîtes et qui ont fait des burn-out, je pense qu'on est plus épanoui globalement en dirigeant son entreprise. Même c'est ce que tu disais en disant si ça se passe mal, on s'en remet aussi et je pense que c'est un vrai épanouissement. C'est un très très bon mot de la fin. Merci beaucoup. Alors en effet, comme l'a dit Christelle, vous pouvez nous retrouver. Alors il y a le stand de la CCI et le stand des premières dans l'espace création d'entreprise. Et pour celles qui envisageraient de reprendre, on fait un café des repreneuses à Darwin. Donc rive droite, le jeudi 19 mars à 9h30. Donc c'est possible d'ores et déjà de s'inscrire sur notre site. Mais n'hésitez pas à passer nous voir. On a du monde pour répondre à vos questions. Un grand merci à vous quatre pour ces échanges. Puis on voit qu'il y a des connexions qui se font, donc c'est super. Un grand merci à vous. J'espère que vous avez éveillé quelques envies, quelques vocations, et que peut-être dans quelques années, certaines des participantes viendront vous voir en disant « Ah mais c'est parce que je t'ai vu sur la table ronde que je me suis dit je peux y aller, je peux y penser ». Un grand merci à vous et à bientôt.